L'art de la guerre, Sun Tzu. Article 1 de l'évaluation. Sun Tzu dit « La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la mort. La conservation ou la perte de l'Empire en dépendent. Il est impérieux de le bien régler. » Ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui le concerne, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la conservation ou pour la perte de ce qu'on a de plus cher. Et c'est ce qu'on ne doit pas trouver parmi nous. 5 choses principales doivent faire l'objet de nos continuelles méditations et de tous nos soins, comme le font ces grands artistes qui, lorsqu'ils entreprennent quelque chef-d'œuvre, ont toujours présent à l'esprit le but qu'ils se proposent, mettent à profit tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, ne négligent rien pour acquérir de nouvelles connaissances et tous les secours qui peuvent les conduire heureusement à leur fin. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. La doctrine fait naître l'unité de pensée. Elle nous inspire une même manière de vivre et de mourir, et nous rend intrépides et inébranlables dans les malheurs et dans la mort. Si nous connaissons bien le temps, nous n'ignorerons point ces 2 grands principes yin et yang par lesquels toutes les choses naturelles sont formées, et par lesquels les éléments reçoivent leurs différentes modifications. Nous saurons le temps de leur union et de leur mutuel concours pour la production du froid, du chaud, de la sérénité ou de l'intempérie de l'air. L'espace n'est pas moins digne de notre attention que le temps. Étudions-le bien, et nous aurons la connaissance du haut et du bas, du loin comme du près, du large et de l'étroit, de ce qui demeure et de ce qui ne fait que passer. J'entends par commandement l'équité, l'amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis et pour tous les hommes en général, la science des ressources, le courage et la valeur, la rigueur. Telles sont les qualités qui doivent caractériser celui qui est revêtu de la dignité de général, vertus nécessaires pour l'acquisition desquelles nous ne devons rien négliger. Seules, elles peuvent nous mettre en état de marcher dignement à la tête des autres. Aux connaissances dont je viens de parler, il faut ajouter celle de la discipline. Posséder l'art de ranger les troupes, n'ignorer aucune des lois de la subordination et les faire observer à la rigueur. Être instruit des devoirs particuliers de chacun de nos subalternes. Savoir connaître les différents chemins par où on peut arriver à un même terme. Ne pas dédaigner d'entrer dans un détail exact de toutes les choses qui peuvent servir et se mettre au fait de chacune d'elles en particulier. Tout cela ensemble forme un corps de discipline dont la connaissance pratique ne doit point échapper à la sagacité ni aux attentions d'un général. Vous donc que le choix du prince à placer à la tête des armées, jetez les fondements de votre science militaire sur les 5 principes que je viens d'établir. La victoire suivra partout vos pas. Vous n'éprouverez au contraire que les plus honteuses défaites si, par ignorance ou par présomption, vous venez à les omettre ou à les rejeter. Les connaissances que je viens d'indiquer vous permettront de discerner parmi les princes qui gouvernent le monde celui qui a le plus de doctrine et de vertu. Vous connaîtrez les grands généraux qui peuvent se trouver dans les différents royaumes, de sorte que vous pourrez conjecturer assez sûrement quel est celui des 2 antagonistes qui doit l'emporter. Et si vous devez entrer vous-même en lice, vous pourrez raisonnablement vous flatter de devenir victorieux. Ces mêmes connaissances vous feront prévoir les moments les plus favorables, le temps et l'espace étant conjugués pour ordonner le mouvement des troupes et les itinéraires qu'elles devront suivre, et dont vous réglerez à propos toutes les marches. Vous ne commencerez ni ne terminerez jamais la campagne hors de saison. Vous connaîtrez le fort et le faible, tant de ceux qu'on aura confiés à vos soins que des ennemis que vous aurez à combattre. Vous saurez en quelle quantité et dans quel état se trouveront les munitions de guerre et de bouche des 2 armées. Vous distribuerez les récompenses avec libéralité, mais avec choix. Et vous n'épargnerez pas les châtiments quand il en sera besoin. Admirateurs de vos vertus et de vos capacités, les officiers généraux placés sous votre autorité vous serviront autant par plaisir que par devoir. Ils entreront dans toutes vos vues, et leur exemple entraînera infailliblement celui des subalternes, et les simples soldats concourront eux-mêmes de toutes leurs forces à vous assurer les plus glorieux succès. Estimez, respectez, chéris des vôtres. Les peuples voisins viendront avec joie se ranger sous les étendards du prince que vous servez, ou pour vivre sous ses lois, ou pour obtenir simplement sa protection. Également instruits de ce que vous pourrez et de ce que vous ne pourrez pas, vous ne formerez aucune entreprise qui ne puisse être menée à bonne fin. Vous verrez avec la même pénétration ce qui sera loin de vous comme ce qui se passera sous vos yeux, et ce qui se passera sous vos yeux comme ce qui en est le plus éloigné. Vous profiterez de la dissension qui surgit chez vos ennemis,
pour attirer les mécontents dans votre parti, en ne leur ménageant ni les promesses, ni les dons, ni les récompenses. Si vos ennemis sont plus puissants et plus forts que vous, vous ne les attaquerez point. Vous éviterez avec un grand soin ce qui peut conduire à un engagement général. Vous cacherez toujours avec une extrême attention l'état où vous vous trouverez. Il y aura des occasions où vous vous abaisserez et d'autres où vous affecterez d'avoir peur. Vous feindrez quelquefois d'être faible, afin que vos ennemis, ouvrant la porte à la présomption et à l'orgueil, viennent ou vous attaquer mal à propos, ou se laissent surprendre eux-mêmes et tailler en pièces honteusement. Vous ferez en sorte que ceux qui vous sont inférieurs ne puissent jamais pénétrer vos desseins. Vous tiendrez vos troupes toujours alertes, toujours en mouvement et dans l'occupation, pour empêcher qu'elles ne se laissent amollir par un honteux repos. Si vous prêtez quelque intérêt aux avantages de mes plans, faites en sorte de créer des situations qui contribuent à leur accomplissement. J'entends par situation que le général agisse à bon escient, en harmonie avec ce qui est avantageux, et par là même dispose de la maîtrise de l'équilibre. Toute campagne guerrière doit être réglée sur le semblant. Feignez le désordre. Ne manquez jamais d'offrir un appât à l'ennemi pour le leurrer. Simulez l'infériorité pour encourager son arrogance. Sachez attiser son courroux pour mieux le plonger dans la confusion. Sa convoitise le lancera sur vous pour s'y briser. Hâtez vos préparatifs lorsque vos adversaires se concentrent. Là où ils sont puissants, évitez-les. Plongez l'adversaire dans d'inextricables épreuves et prolongez son épuisement en vous tenant à distance. Veillez à fortifier vos alliances au dehors et à affermir vos positions au dedans par une politique de soldats paysans. Quel regret que de tout risquer en un seul combat, en négligeant la stratégie victorieuse et faire dépendre le sort de vos armes d'une unique bataille. Lorsque l'ennemi est uni, divisez-le et attaquez là où il n'est point préparé, en surgissant lorsqu'il ne vous attend point. Telles sont les clés stratégiques de la victoire, mais prenez garde de ne point les engager par avance. Que chacun se représente les évaluations faites dans le temple avant les hostilités comme des mesures. Elles disent la victoire lorsqu'elles démontrent que votre force est supérieure à celle de l'ennemi. Elles indiquent la défaite lorsqu'elles démontrent qu'il est inférieur en force. Considérez qu'avec de nombreux calculs, on peut remporter la victoire. Redoutez leur insuffisance. Combien celui qui n'en fait point a peu de chances de gagner? C'est grâce à cette méthode que j'examine la situation et l'issue apparaîtra clairement. Article 2 de l'engagement. Sun Tzu dit « Je suppose que vous commencez la campagne avec une armée de 100 000 hommes, que vous êtes suffisamment pourvus des munitions de guerre et de bouche, que vous avez 2000 chariots, dont 1000 sont pour la course et les autres uniquement pour le transport, que jusqu'à 100 lieues de vous, il y aura partout des vivres pour l'entretien de votre armée, que vous faites transporter avec soin tout ce qui peut servir au raccommodage des armes et des chariots, que les artisans et les autres qui ne sont pas du corps des soldats vous ont déjà précédé ou marchent séparément à votre suite, que toutes les choses qui servent pour des usages étrangers, comme celles qui sont purement pour la guerre, sont toujours à couvert des injures de l'air et à l'abri des accidents fâcheux qui peuvent arriver. Je suppose encore que vous avez 1000 onces d'argent à distribuer aux troupes chaque jour, et que leur solde est toujours payé à temps avec la plus rigoureuse exactitude. Dans ce cas, vous pouvez aller droit à l'ennemi. L'attaquer et le vaincre seront pour vous une même chose. Je dis plus. Ne différez pas de livrer le combat. N'attendez pas que vos armes contractent la rouille, ni que le tranchant de vos épées s'émousse. La victoire est le principal objectif de la guerre. S'il s'agit de prendre une ville, hâtez-vous d'en faire le siège. Ne pensez qu'à cela, dirigez là toutes vos forces. Il faut ici tout brusquer. Si vous y manquez, vos troupes courent le risque de tenir longtemps la campagne, ce qui sera une source de funeste malheur. Les coffres du prince que vous savez s'épuiseront. Vos armes perdues par la rouille ne pourront plus vous servir. L'ardeur de vos soldats se ralentira. Leur courage et leur force s'évanouiront. Les provisions se consumeront et peut-être même vous trouverez-vous réduit aux plus fâcheuses extrémités. Instruits du pitoyable état où vous serez alors, vos ennemis sortiront tout frais, fondront sur vous et vous tailleront en pièces. Quoique jusqu'à ce jour vous ayez joui d'une grande réputation, désormais vous aurez perdu la face. En vain dans d'autres occasions aurez-vous donné des marques éclatantes de votre valeur, toute la gloire que vous aurez acquise sera effacée par ce dernier trait. Je le répète, on ne saurait tenir les troupes longtemps en campagne sans porter un très grand préjudice à l'État et sans donner une attaque mortelle à sa propre réputation.
Ceux qui possèdent les vrais principes de l'art militaire ne s'y prennent pas à deux fois. Dès la première campagne, tout est fini. Ils ne consomment pas pendant 3 années de suite des vivres inutilement. Ils trouvent le moyen de faire subsister leurs armées aux dépens de l'ennemi et épargnent à l'État les frais immenses qu'il est obligé de faire lorsqu'il faut transporter bien loin toutes les provisions. Ils n'ignorent point, et vous devez le savoir aussi, que rien n'épuise tant un royaume que les dépenses de cette nature. Car que l'armée soit aux frontières ou qu'elle soit dans les pays éloignés, le peuple en souffre toujours. Toutes les choses nécessaires à la vie augmentent de prix. Elles deviennent rares. Et ceux mêmes qui, dans des temps ordinaires, sont le plus à leur aise, n'ont bientôt plus de quoi les acheter. Le prince perçoit en hâte le tribut des denrées que chaque famille lui doit. Et la misère se répandant du sein des villes jusque dans les campagnes, des 10 parties du nécessaire, on est obligé d'en retrancher 7. Il n'est pas jusqu'au souverain qui ne ressente sa part des malheurs communs. Ses cuirasses, ses casques, ses flèches, ses arcs, ses boucliers, ses chars, ses lances, ses javelots, tout cela se détruira. Les chevaux, les bœufs, même qui labourent les terres du domaine, dépériront, et des 10 parties de sa dépense ordinaire se verra contraint d'en retrancher 6. C'est pour prévenir tous ces désastres qu'un habile général n'oublie rien pour abréger les campagnes, et pour pouvoir vivre aux dépens de l'ennemi, ou tout au moins pour consommer les denrées étrangères à prix d'argent s'il le faut. Si l'armée ennemie a une mesure de grain dans son camp, ayez-en 20 dans le vôtre. Si votre ennemi a 120 livres de fourrage pour ses chevaux, ayez-en 2400 pour les vôtres. Ne laissez échapper aucune occasion de l'incommoder. Faites-le périr en détail. Trouvez les moyens de l'irriter pour le faire tomber dans quelques pièges. Diminuez ses forces le plus que vous pourrez, en lui faisant faire des diversions, en lui tuant de temps en temps quelques parties, en lui enlevant de ses convois, de ses équipages et d'autres choses qui pourront vous être de quelque utilité. Lorsque vos gens auront pris sur l'ennemi au-delà de 10 chars, commencez par récompenser libéralement tant ceux qui auront conduit l'entreprise que ceux qui l'auront exécutée. Employez ces chars aux mêmes usages que vous employez les vôtres, mais auparavant, ôtez-en les marques distinctives qui pourront s'y trouver. Traitez bien les prisonniers. Nourrissez-les comme vos propres soldats. Faites en sorte, s'il se peut, qu'ils se trouvent mieux chez vous qu'ils ne le seraient dans leur propre camp ou dans le sein même de leur patrie. Ne les laissez jamais oisifs, tirez parti de leur service avec les défiances convenables et, pour le dire en 2 mots, conduisez-vous à leur égard comme s'ils étaient des troupes qui se fussent enrôlées librement sous vos étendards. Voilà ce que j'appelle gagner une bataille et devenir plus fort. Si vous faites exactement ce que je viens de vous indiquer, les succès accompagneront tous vos pas. Partout vous serez vainqueur. Vous ménagerez la vie de vos soldats, vous affermirez votre pays dans ses anciennes possessions, vous lui en procurerez de nouvelles, vous augmenterez la splendeur et la gloire de l'État, et le prince ainsi que les sujets vous seront redevables de la douce tranquillité dans laquelle ils couleront désormais leurs jours. L'essentiel est dans la victoire, et non dans les opérations prolongées. Le général qui s'entend dans l'art de la guerre est le ministre du destin du peuple et l'arbitre de la destinée de la victoire. Quels objets peuvent être plus dignes de votre attention et de tous vos efforts? Article 3. Des propositions de la victoire et de la défaite. Sun Tzu dit: voici quelques maximes dont vous devez être pénétrés avant que de vouloir forcer des villes ou gagner des batailles. Conservez les possessions et tous les droits du prince que vous servez. Voilà quel doit être le premier de vos soins. Les agrandir en empiétant sur les ennemis, c'est ce que vous ne devez faire que lorsque vous y serez forcé. Veillez au repos des villes de votre pays. Voilà ce qui doit principalement vous occuper. Troubler celui des villes ennemies, ce ne doit être que votre pis-aller. Mettre à couvert de toute insulte les villages amis, voilà ce à quoi vous devez penser. Faire des irruptions dans les villages ennemis, c'est ce à quoi la nécessité seule doit vous engager. Empêcher que les hameaux et les chaumières des paysans ne souffrent le plus petit dommage, c'est ce qui mérite également votre attention. Porter le ravage et dévaster les installations agricoles de vos ennemis, c'est ce qu'une dizaine de tout doit seule vous faire entreprendre. Conserver les possessions des ennemis est ce que vous devez faire en premier lieu, comme ce qu'il y a de plus parfait. Les détruire doit être l'effet de la nécessité. Si un général agit ainsi, sa conduite ne différera pas de celle des plus vertueux personnages. Elle s'accordera avec le ciel et la terre, dont les opérations tendent à la production et à la conservation des choses plutôt qu'à leur destruction. Ces maximes, une fois bien gravées dans votre cœur, je suis garant du succès. Je dis plus. La meilleure politique guerrière est de prendre un État intact,
Une politique inférieure à celle-ci consisterait à le ruiner. Il vaut mieux que l'armée de l'ennemi soit faite prisonnière plutôt que détruite. Il importe davantage de prendre un bataillon intact que de l'anéantir. Eussiez-vous 100 combats à livrer, 100 victoires en seraient le fruit. Cependant, ne cherchez pas à dompter vos ennemis au prix des combats et des victoires. Car, s'il y a des cas où ce qui est au-dessus du bon n'est pas bon lui-même, c'en est ici un où plus on s'élève au-dessus du bon, plus on s'approche du pernicieux et du mauvais. Il faut plutôt subjuguer l'ennemi sans donner bataille. Ce sera là le cas où plus vous vous élèverez au-dessus du bon, plus vous vous approcherez de l'incomparable et de l'excellent. Les grands généraux en viennent à bout en découvrant tous les artifices de l'ennemi, en faisant avorter tous ses projets, en semant la discorde parmi ses partisans, en les tenant toujours en haleine, en empêchant les secours étrangers qu'il pourrait recevoir et en lui ôtant toutes les facilités qu'il pourrait avoir de se déterminer à quelque chose d'avantageux pour lui. Sun Tzu dit « Il est d'une importance suprême dans la guerre d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu'elles ne surviennent. Celui qui arrache le trophée avant que les craintes de son ennemi ne prennent forme excelle dans la conquête. Attaquez le plan de l'adversaire au moment où il naît, puis rompez ses alliances, puis attaquez son armée. La pire des politiques consiste à attaquer les cités. N'y consentez que si aucune autre solution ne peut être mise à exécution. Il faut au moins 3 mois pour préparer les chariots parés pour le combat, les armes nécessaires et l'équipement, et encore 3 mois pour construire des talus le long des murs. Si vous êtes contraint de faire le siège d'une place et de la réduire, disposez de telle sorte vos chars, vos boucliers et toutes les machines nécessaires pour monter à l'assaut que tout soit en bon état lorsqu'il sera temps de l'employer. Faites en sorte surtout que la reddition de la place ne soit pas prolongée au-delà de 3 mois. Si ce terme expirait, vous n'êtes pas encore venu à bout de vos fins, sûrement il y aura eu quelques fautes de votre part. N'oubliez rien pour les réparer. À la tête de vos troupes, redoublez vos efforts. En allant à l'assaut, imitez la vigilance, l'activité, l'ardeur et l'opiniâtreté des fourmis. Je suppose que vous aurez fait auparavant les retranchements et les autres ouvrages nécessaires, que vous aurez élevé des redoutes pour découvrir ce qui se passe chez les assiégés, et que vous aurez paré à tous les inconvénients que votre prudence vous aura fait prévoir. Si avec toutes ces précautions, il arrive que de 3 parties de vos soldats vous ayez le malheur d'en perdre une, sans pouvoir être victorieux, soyez convaincus que vous n'avez pas bien attaqué. Un habile général ne se trouve jamais réduit à de telles extrémités. Sans donner des batailles, il sait l'art d'humilier ses ennemis. Sans répandre une goutte de sang, sans tirer même une épée, il vient à bout de prendre les villes. Sans mettre les pieds dans les royaumes étrangers, il trouve le moyen de les conquérir sans opération prolongée, et sans perdre un temps considérable à la tête de ses troupes, il procure une gloire immortelle au prince qu'il sert. Il assure le bonheur de ses compatriotes et fait que l'univers lui est redevable du repos et de la paix. Tel est le but auquel tous ceux qui commandent les armées doivent tendre sans cesse et sans jamais se décourager. Votre but demeure de vous saisir de l'Empire alors qu'il est intact. Ainsi vos troupes ne seront pas épuisées et vos gains seront complets. Tel est l'art de la stratégie victorieuse. Il y a une infinité de situations différentes dans lesquelles vous pouvez vous trouver par rapport à l'ennemi. On ne saurait les prévoir toutes. C'est pourquoi je n'entre pas dans un plus grand détail. Vos lumières et votre expérience vous suggéreront ce que vous aurez à faire, à mesure que les circonstances se présenteront. Néanmoins, je vais vous donner quelques conseils généraux dont vous pourrez faire usage à l'occasion. Si vous êtes 10 fois plus fort en nombre que ne l'est l'ennemi, environnez-le de toutes parts. Ne lui laissez aucun passage libre. Faites en sorte qu'il ne puisse ni s'évader pour aller camper ailleurs, ni recevoir le moindre secours. Si vous avez 5 fois plus de monde que lui, disposez tellement votre armée qu'elle puisse l'attaquer par 4 côtés à la fois lorsqu'il en sera temps. Si l'ennemi est 1 fois moins fort que vous, contentez-vous de partager votre armée en 2. Mais si de part et d'autre il y a une même quantité de monde, tout ce que vous pourrez faire, c'est de hasarder le combat. Si, au contraire, vous êtes moins fort que lui, soyez continuellement sur vos gardes. La plus petite faute serait de la dernière conséquence pour vous. Tâchez de vous mettre à l'abri et évitez autant que vous le pourrez d'en venir aux mains avec lui. La prudence et la fermeté d'un petit nombre de gens peuvent venir à bout de lasser et de dompter même une nombreuse armée.
Ainsi, vous êtes à la fois capable de vous protéger et de remporter une victoire complète. Celui qui est à la tête des armées peut se regarder comme le soutien de l'État, et il l'est en effet. S'il est tel qu'il doit être, le royaume sera dans la prospérité. Si au contraire, il n'a pas les qualités nécessaires pour remplir dignement le poste qu'il occupe, le royaume en souffrira infailliblement et se trouvera peut-être réduit à 2 doigts de sa perte. Un général ne peut bien servir l'État que d'une façon, mais il peut lui porter un très grand préjudice de bien des manières différentes. Il faut beaucoup d'efforts et une conduite que la bravoure et la prudence accompagnent constamment pour pouvoir réussir. Il ne faut qu'une faute pour tout perdre. Et parmi les fautes qu'il peut faire, de combien de sortes n'y en a-t-il pas? S'il lève des troupes hors de saison, s'il les fait sortir lorsqu'il ne faut pas qu'elles sortent, s'il n'a pas une connaissance exacte des lieux où il doit les conduire, s'il leur fait faire des campements désavantageux, s'il les fatigue hors de propos, s'il les fait revenir sans nécessité, s'il ignore les besoins de ceux qui composent son armée, s'il ne sait pas le genre d'occupation auquel chacun d'eux s'exerçait auparavant, afin d'en tirer parti suivant leur talent, s'il ne connaît pas le fort et le faible de ses gens, s'il n'a pas lieu de compter sur leur fidélité, s'il ne fait pas observer la discipline dans toute la rigueur, s'il manque du talent de bien gouverner, s'il est irrésolu et s'il chancelle dans les occasions où il faut prendre tout à coup son parti, s'il ne fait pas dédommager à propos ses soldats lorsqu'ils auront eu à souffrir, s'il permet qu'ils soient vexés sans raison par leurs officiers, s'il ne sait pas empêcher les dissensions qui pourraient naître parmi les chefs. Un général qui tomberait dans ces fautes rendrait l'armée boiteuse, épuiserait d'hommes et de vivres le royaume et deviendrait lui-même la honteuse victime de son incapacité. Sun Tzu dit: dans le gouvernement des armées, il y a 7 mots. 1. Imposer des ordres pris en cours selon le bon plaisir du prince. 2. Rendre les officiers perplexes en dépêchant des émissaires ignorant les affaires militaires. 3. Mêler les règlements propres à l'ordre civil et à l'ordre militaire. 4. Confondre la rigueur nécessaire au gouvernement de l'État et la flexibilité que requiert le commandement des troupes. 5. Partager la responsabilité aux armées. 6. Faire naître la suspicion qui engendre le trouble. Une armée confuse conduit à la victoire de l'autre. 7. Attendre les ordres en toutes circonstances. C'est comme informer un supérieur que vous voulez éteindre le feu. Avant que l'ordre ne vous parvienne, les cendres sont déjà froides. Pourtant, il est dit dans le code que l'on doit en référer à l'inspecteur en ces matières. Comme si, en baptisant une maison sur le bord de la route, on prenait conseil de ceux qui passent. Le travail ne serait pas encore achevé. Tel est mon enseignement. Nommer appartient au domaine réservé au souverain. Décider de la bataille à celui du général. Un prince de caractère doit choisir l'homme qui convient, le revêtir de responsabilité et attendre les résultats. Pour être victorieux de ses ennemis, 5 circonstances sont nécessaires. 1. Savoir quand il est à propos de combattre et quand il convient de se retirer. 2. Savoir employer le peu et le beaucoup suivant les circonstances. 3. Assortir habilement ses rangs. Mencius dit: la saison appropriée n'est pas aussi importante que les avantages du sol, et tout cela n'est pas aussi important que l'harmonie des relations humaines. 4. Celui qui, prudent, se prépare à affronter l'ennemi qui n'est pas encore, celui-là même sera victorieux. Tirer prétexte de sa rusticité et ne pas prévoir est le plus grand des crimes. Être prêt en dehors de toute contingence est la plus grande des vertus. 5. Être à l'abri des ingérences du souverain dans tout ce qu'on peut tenter pour son service et la gloire de ses armes. C'est dans ces 5 matières que se trouve la voie de la victoire. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, tes chances de perdre et de gagner seront égales. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. Article 4. De la mesure dans la disposition des moyens. Sun Tzu dit: anciennement, ceux qui étaient expérimentés dans l'art des combats se rendaient invincibles, attendaient que l'ennemi soit vulnérable et ne s'engageaient jamais dans des guerres qu'ils prévoyaient ne devoir pas finir avec avantage. Avant que de les entreprendre, ils étaient comme sûrs du succès. Si l'occasion d'aller contre l'ennemi n'était pas favorable, ils attendaient des temps plus heureux. Ils avaient pour principe,
que l'on ne pouvait être vaincu que par sa propre faute, et qu'on n'était jamais victorieux que par la faute des ennemis. Se rendre invincible dépend de soi. Rendre à coup sûr l'ennemi vulnérable dépend de lui-même. Être instruit des moyens qui assurent la victoire n'est pas encore la remporter. Ainsi, les habiles généraux savaient d'abord ce qu'ils devaient craindre ou ce qu'ils avaient à espérer, et ils avançaient ou reculaient la campagne. Ils donnaient bataille ou ils se retranchaient, suivant les lumières qu'ils avaient, tant sur l'état de leurs propres troupes que sur celui des troupes de l'ennemi. S'ils se croyaient plus forts, ils ne craignaient pas d'aller au combat et d'attaquer les premiers. S'ils voyaient au contraire qu'ils fussent plus faibles, ils se retranchaient et se tenaient sur la défensive. L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque. Celui qui se défend montre que sa force est inadéquate. Celui qui attaque qu'elle est abondante. L'art de se tenir à propos sur la défensive ne le cède point à celui de combattre avec succès. Les experts dans la défense doivent s'enfoncer jusqu'au centre de la terre. Ceux, au contraire, qui veulent briller dans l'attaque, doivent s'élever jusqu'au 9e ciel. Pour se mettre en défense contre l'ennemi, il faut être caché dans le sein de la terre, comme ces veines d'eau dont on ne sait pas la source et dont on ne saurait trouver les sentiers. C'est ainsi que vous cacherez toutes vos démarches et que vous serez impénétrables. Ceux qui combattent doivent s'élever jusqu'au 9e ciel, c'est-à-dire, il faut qu'ils combattent de telle sorte que l'univers entier retentisse du bruit de leur gloire. Sa propre conservation est le but principal qu'on doit se proposer dans ces deux cas. Savoir l'art de vaincre, comme ceux qui ont fourni cette même carrière avec honneur, c'est précisément où vous devez tendre. Vouloir l'emporter sur tous et chercher à raffiner dans les choses militaires, c'est risquer de ne pas égaler les grands maîtres, c'est s'exposer même à rester infiniment en dessous d'eux, car c'est ici où ce qui est au-dessus du bon n'est pas bon lui-même. Remporter des victoires par le moyen des combats a été regardé de tout temps par l'univers entier comme quelque chose de bon. Mais j'ose vous le dire, c'est encore ici où ce qui est au-dessus du bon est souvent pire que le mauvais. Prédire une victoire que l'homme ordinaire peut prévoir et être appelé universellement expert n'est pas le fait de l'habileté guerrière. Car soulever le duvet des lapins en automne ne demande pas grande force. Il ne faut pas avoir les yeux bien pénétrants pour découvrir le soleil et la lune. Il ne faut pas avoir l'oreille bien délicate pour entendre le tonnerre lorsqu'il gronde avec fracas. Rien de plus naturel, rien de plus aisé, rien de plus simple que tout cela. Les habiles guerriers ne trouvent pas plus de difficultés dans les combats. Ils font en sorte de remporter la bataille après avoir créé les conditions appropriées. Ils ont tout prévu. Ils ont paré de leur part à toutes les éventualités. Ils savent la situation des ennemis. Ils connaissent leurs forces et n'ignorent point ce qu'ils peuvent faire et jusqu'où ils peuvent aller. La victoire est une suite naturelle de leur savoir. Aussi, les victoires remportées par un maître dans l'art de la guerre ne lui rapportaient ni la réputation de sage, ni le mérite d'homme de valeur. Qu'une victoire soit obtenue avant que la situation ne se soit cristallisée, voilà ce que le commun ne comprend pas. C'est pourquoi l'auteur de la prise n'est pas revêtu de quelque réputation de sagacité. Avant que la lame de son glaive ne soit recouverte de sang, l'état ennemi s'est déjà soumis. Si vous subjuguez votre ennemi sans livrer combat, ne vous estimez pas homme de valeur. Tels étaient nos anciens. Rien ne leur était plus aisé que de vaincre. Aussi ne croyaient-ils pas que les 20 titres de vaillants, de héros, d'invincibles fussent un tribut d'éloge qu'ils eussent mérité. Ils n'attribuaient leur succès qu'aux soins extrêmes qu'ils avaient eu d'éviter jusqu'à la plus petite faute. Éviter jusqu'à la plus petite faute veut dire que, quoi qu'ils fassent, ils s'assurent la victoire. Ils conquièrent un ennemi qui a déjà subi la défaite. Dans les plans, jamais un déplacement inutile. Dans la stratégie, jamais un pas de fait en vain. Le commandant habile prend une position telle qu'il ne peut subir une défaite. Il ne manque aucune circonstance propre à lui garantir la maîtrise de son ennemi. Une armée victorieuse remporte l'avantage avant d'avoir cherché la bataille. Une armée vouée à la défaite combat dans l'espoir de gagner. Ceux qui sont zélés dans l'art de la guerre cultivent le Tao et préservent les régulations. Ils sont donc capables de formuler des politiques de victoire. Avant que d'en venir au combat, ils tâchaient d'humilier leurs ennemis, ils les mortifiaient, ils les fatiguaient de 1000 manières. Leur propre camp était des lieux toujours à l'abri de toute insulte, des lieux toujours à couvert de toute surprise,
des lieux toujours impénétrables. Ces généraux croyaient que pour vaincre, il fallait que les troupes demandassent le combat avec ardeur, et ils étaient persuadés que, lorsque ces mêmes troupes demandaient la victoire avec empressement, il arrivait ordinairement qu'elles étaient vaincues. Ils ne veulent point dans les troupes une confiance trop aveugle, une confiance qui dégénère en présomption. Les troupes qui demandent la victoire sont des troupes ou amollies par la paresse, ou timides, ou présomptueuses. Des troupes, au contraire, qui, sans penser à la victoire, demandent le combat, sont des troupes endurcies au travail, des troupes vraiment aguerries, des troupes toujours sûres de vaincre. C'est ainsi que, d'un ton assuré, ils osaient prévoir les triomphes ou les défaites, avant même que d'avoir fait un pas pour s'assurer des uns ou pour se préserver des autres. Maintenant, voici les 5 éléments de l'art de la guerre. 1. La mesure de l'espace. 2. L'estimation des quantités. 3. Les règles de calcul. 4. Les comparaisons. 5. Les chances de victoire. Les mesures de l'espace sont dérivées du terrain. Les quantités dérivent de la mesure. Les chiffres émanent des quantités. Les comparaisons découlent des chiffres. Et la victoire est le fruit des comparaisons. C'est par la disposition des forces qu'un général victorieux est capable de mener son peuple au combat, tels les eaux contenues qui, soudain relâchées, plongent dans un abîme sans fond. Vous donc, qui êtes à la tête des armées, n'oubliez rien pour vous rendre digne de l'emploi que vous exercez. Jetez les yeux sur les mesures qui contiennent les quantités et sur celles qui déterminent les dimensions. Rappelez-vous les règles de calcul. Considérez les effets de la balance. La victoire n'est que le fruit d'une supputation exacte. Les considérations sur les différentes mesures vous conduiront à la connaissance de ce que la Terre peut offrir d'utile pour vous. Vous saurez ce qu'elle produit, et vous profiterez toujours de ses dons. Vous n'ignorez point les différentes routes qu'il faudra tenir pour arriver sûrement au terme que vous vous serez proposé. Par le calcul, estimez si l'ennemi peut être attaqué, et c'est seulement après cela que la population doit être mobilisée et les troupes levées. Apprenez à distribuer toujours à propos les munitions de guerre et de bouche, à ne jamais donner dans les excès du trop ou du trop peu. Enfin, si vous rappelez dans votre esprit les victoires qui ont été emportées en différents temps, et toutes les circonstances qui les ont accompagnées, vous n'ignorez point les différents usages qu'on en aura faits, et vous saurez quels sont les avantages qu'elles auront procurés, ou quels sont les préjudices qu'elles auront portés aux vainqueurs eux-mêmes. Un Y surpasse un tchou. Dans les plateaux d'une balance, le Y emporte le tchou. Soyez à vos ennemis ce que le Y est au tchou. Après un premier avantage, n'allez pas vous endormir ou vouloir donner à vos troupes un repos hors de saison. Poussez votre pointe avec la même rapidité qu'un torrent qui se précipiterait de 1000 toises de haut. Que votre ennemi n'ait pas le temps de se reconnaître et ne pensez à recueillir les fruits de votre victoire que lorsque sa défaite entière vous aura mis en état de le faire sûrement avec loisir et tranquillité. Article 5 de la contenance. Sun Tzu dit « Généralement, le commandement du grand nombre est le même que pour le petit nombre. Ce n'est qu'une question d'organisation. Contrôler le grand et le petit nombre n'est qu'une seule et même chose. Ce n'est qu'une question de formation et de transmission des signaux. Ayez les noms de tous les officiers tant généraux que subalternes. Inscrivez-les dans un catalogue à part avec la note des talents et de la capacité de chacun d'eux afin de pouvoir les employer avec avantage lorsque l'occasion sera venue. Faites en sorte que tous ceux que vous devez commander soient persuadés que votre principale attention est de les préserver de tout dommage. Les troupes que vous ferez avancer contre l'ennemi doivent être comme des pierres que vous lanceriez contre des œufs. De vous à l'ennemi, il ne doit y avoir d'autre différence que celle du fort au faible, du vide au plein. La certitude de subir l'attaque de l'ennemi sans subir une défaite est fonction de la combinaison entre l'utilisation directe et indirecte des forces. Usez généralement des forces directes pour engager la bataille et des forces indirectes pour remporter la décision. Les ressources de ceux qui sont habiles dans l'utilisation des forces indirectes sont aussi infinies que celles des cieux et de la terre, et aussi inépuisables que le cours des grandes rivières. Attaquez à découvert, mais soyez vainqueurs en secret. Voilà, en peu de mots, en quoi consiste l'habileté et toute la perfection même du gouvernement des troupes.
le grand jour et les ténèbres, l'apparent et le secret. Voilà tout l'art. Ceux qui le possèdent sont comparables au ciel et à la terre, dont les mouvements ne sont jamais sans effet. Ils ressemblent aux fleuves et aux mers dont les eaux ne sauraient tarir. Fussent-ils plongés dans les ténèbres de la mort, ils peuvent revenir à la vie, comme le soleil et la lune. Ils ont le temps où il faut se montrer et celui où il faut disparaître. Comme les 4 saisons, ils ont les variétés qui leur conviennent. Comme les 5 tons de la musique, comme les 5 couleurs, comme les 5 goûts, ils peuvent aller à l'infini. Car qui a jamais entendu tous les airs qui peuvent résulter de la différente combinaison des tons? Qui a jamais vu tout ce que peuvent présenter les couleurs différemment nuancées? Qui a jamais savouré tout ce que les goûts différemment tempérés peuvent offrir d'agréable ou de piquant? On n'assigne cependant que 5 couleurs et 5 sortes de goûts. Dans l'art militaire, et dans le bon gouvernement des troupes, il n'y a certes que 2 sortes de forces. Leur combinaison étant sans limite, personne ne peut toutes les comprendre. Ces forces sont mutuellement productives et agissent entre elles. Ce serait dans la pratique une chaîne d'opérations dont on ne saurait voir le bout, tels ces anneaux multiples et entremêlés qu'il faut assembler pour former un annulaire. C'est comme une roue en mouvement qui n'a ni commencement ni fin. Dans l'art militaire, chaque opération particulière a des parties qui demandent le grand jour et des parties qui veulent les ténèbres du secret. Vouloir les assigner, cela ne se peut. Les circonstances peuvent seules les faire connaître et les déterminer. On oppose les plus grands quartiers de rochers à des eaux rapides dont on veut resserrer le lit. On n'emploie que des filets faibles et déliés pour prendre les petits poissons. Cependant, le fleuve rompt quelquefois ses digues après les avoir minées peu à peu, et les oiseaux viennent à bout de briser les chaînes qui les retiennent à force de se débattre. C'est par son élan que l'eau des torrents se heurte contre les rochers. C'est sur la mesure de la distance que se règle le faucon pour briser le corps de sa proie. Ceux-là possèdent véritablement l'art de bien gouverner les troupes, qui ont su et qui savent rendre leur puissance formidable, qui ont acquis une autorité sans borne, qui ne se laissent abattre par aucun événement, quelque fâcheux qu'il puisse être, qui ne font rien avec précipitation, qui se conduisent, lors même qu'ils sont surpris, avec le sang-froid qu'ils ont ordinairement dans les actions méditées et dans les cas prévus longtemps auparavant, et qui agissent toujours dans tout ce qu'ils font avec une promptitude qui n'est guère que le fruit de l'habileté, jointe à une longue expérience. Ainsi, l'élan de celui qui est habile dans l'art de la guerre est irrésistible et son attaque est réglée avec précision. Le potentiel de ces sortes de guerriers est comme celui de ces grands arcs totalement bandés. Tout plie sous leurs coups, tout est renversé. Tel qu'un globe qui présente une égalité parfaite entre tous les points de sa surface, ils sont également forts partout. Partout leur résistance est la même. Dans le fort de la mêlée et d'un désordre apparent, ils savent garder un ordre que rien ne saurait interrompre. Ils font naître la force du sein même de la faiblesse. Ils font sortir le courage et la valeur du milieu de la poltronie et de la pusillanimité. Mais savoir garder un ordre merveilleux au milieu même du désordre, cela ne se peut sans avoir fait auparavant de profondes réflexions sur tous les événements qui peuvent arriver. Faire naître la force du sein même de la faiblesse, cela n'appartient qu'à ceux qui ont une puissance absolue et une autorité sans borne. Par le mot de puissance, il ne faut pas entendre ici domination, mais cette faculté qui fait qu'on peut réduire en acte tout ce qu'on se propose. Savoir faire sortir le courage et la valeur du milieu de la poltronie et de la pusillanimité, c'est être héros soi-même, c'est être plus que héros, c'est être au-dessus des plus intrépides. Un commandant habile recherche la victoire dans la situation et ne l'exige pas de ses subordonnés. Quelque grand, quelque merveilleux que tout cela paraisse, j'exige cependant quelque chose de plus encore de ceux qui gouvernent les troupes. C'est l'art de faire mouvoir à son gré les ennemis. Ceux qui le possèdent, cet art admirable, disposent de la contenance de leurs gens et de leur armée qu'ils commandent, de telle sorte qu'ils font venir l'ennemi toutes les fois qu'ils le jugent à propos. Ils savent faire des libéralités quand il convient. Ils en font même à ceux qu'ils veulent vaincre. Ils donnent à l'ennemi et l'ennemi reçoit. Ils lui abandonnent et il vient prendre. Ils sont prêts à tout. Ils profitent de toutes les circonstances. Toujours méfiants, ils font surveiller les subordonnés qu'ils emploient et, se méfiant d'eux-mêmes, ils ne négligent aucun moyen qui puisse leur être utile. Ils regardent les hommes contre lesquels ils doivent combattre,
comme des pierres ou des pièces de bois qu'il serait chargé de faire rouler de haut en bas. La pierre et le bois n'ont aucun mouvement de leur nature. S'ils sont une fois en repos, ils n'en sortent pas d'eux-mêmes, mais ils suivent le mouvement qu'on leur imprime. S'ils sont carrés, ils s'arrêtent d'abord. S'ils sont ronds, ils roulent jusqu'à ce qu'ils trouvent une résistance plus forte que la force qui leur était imprimée. Faites en sorte que l'ennemi soit entre vos mains comme une pierre de figure ronde, que vous auriez à faire rouler d'une montagne qui aurait 1000 toises de haut. La force qui lui est imprimée est minime, les résultats sont énormes. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous avez de la puissance et de l'autorité. Article 6. Du plein et du vide. Sun Tzu dit « Une des choses les plus essentielles que vous ayez à faire avant le combat, c'est de bien choisir le lieu de votre campement. Pour cela, il faut user de diligence. Il ne faut pas se laisser prévenir par l'ennemi. Il faut être campé avant qu'il ait eu le temps de vous reconnaître, avant même qu'il ait pu être instruit de votre marche. La moindre négligence en ce genre peut être pour vous de la dernière conséquence. En général, il n'y a que du désavantage à camper après les autres. Celui qui est capable de faire venir l'ennemi de sa propre initiative le fait en lui offrant quelque avantage, et celui qui est désireux de l'en empêcher le fait en le blessant. Celui qui est chargé de la conduite d'une armée ne doit point se fier à d'autres pour un choix de cette importance. Il doit faire quelque chose de plus encore. S'il est véritablement habile, il pourra disposer à son gré du campement même et de toutes les marches de son ennemi. Un grand général n'attend pas qu'on le fasse aller, il sait faire venir. Si vous faites en sorte que l'ennemi cherche à se rendre de son plein gré dans les lieux où vous souhaitez précisément qu'il aille, faites en sorte aussi de lui aplanir toutes les difficultés et de lever tous les obstacles qu'il pourrait rencontrer, de crainte qu'alarmé par les impossibilités qu'il suppute, ou les inconvénients trop manifestes qu'il découvre, il renonce à son dessein. Vous en serez pour votre travail et pour vos peines, peut-être même pour quelque chose de plus. La grande science est de lui faire vouloir tout ce que vous voulez qu'il fasse, et de lui fournir, sans qu'il s'en aperçoive, tous les moyens de vous seconder. Après que vous aurez ainsi disposé du lieu de votre campement et de celui de l'ennemi lui-même, attendez tranquillement que votre adversaire fasse les premières démarches, mais en attendant, tâchez de l'affamer au milieu de l'abondance, de lui procurer du tracas dans le sein du repos, et de lui susciter 1000 terreurs dans le temps même de sa plus grande sécurité. Si après avoir longtemps attendu, vous ne voyez pas que l'ennemi se dispose à sortir de son camp, sortez vous-même du vôtre. Par votre mouvement, provoquez le sien. Donnez-lui de fréquentes alarmes, faites-lui naître l'occasion de faire quelque imprudence dont vous puissiez tirer du profit. S'il s'agit de garder, gardez avec force. Ne vous endormez point. S'il s'agit d'aller, allez promptement. Allez sûrement par des chemins qui ne soient connus que de vous. Rendez-vous dans des lieux où l'ennemi ne puisse pas soupçonner que vous ayez dessein d'aller. Sortez tout à coup d'où il ne vous attend pas et tombez sur lui lorsqu'il y pensera le moins. Pour être certain de prendre ce que vous attaquez, il faut donner l'assaut là où il ne se protège pas. Pour être certain de garder ce que vous défendez, il faut défendre un endroit que l'ennemi n'attaque pas. Si après avoir marché assez longtemps, si par vos marches et contre-marches, vous avez parcouru l'espace de 1000 lieues sans que vous ayez reçu encore aucun dommage, sans même que vous ayez été arrêté, concluez. Ou que l'ennemi ignore vos desseins, ou qu'il a peur de vous, ou qu'il ne fait pas garder les postes qui peuvent être de conséquence pour lui. Évitez de tomber dans un pareil défaut. Le grand art d'un général est de faire en sorte que l'ennemi ignore toujours le lieu où il aura à combattre, et de lui dérober avec soin la connaissance des postes qu'il fait garder. S'il en vient à bout, et qu'il puisse cacher de même jusqu'au moindre de ses démarches, ce n'est pas seulement un habile général, c'est un homme extraordinaire, c'est un prodige. Sans être vu, il voit, il entend. Sans être entendu, il agit sans bruit et dispose comme il lui plaît du sort de ses ennemis. De plus, si, les armées étant déployées, vous n'apercevez pas qu'il y ait un certain vide qui puisse vous favoriser, ne tentez pas d'enfoncer les bataillons ennemis. Si, lorsqu'ils prennent la fuite, ou qu'ils retournent sur leurs pas, ils usent d'une extrême diligence et marchent en bon ordre, ne tentez pas de les poursuivre, ou, si vous les poursuivez, que ce ne soit jamais ni trop loin ni dans les pays inconnus. Si, lorsque vous avez dessein de livrer la bataille, les ennemis restent dans leur retranchement, n'allez pas les y attaquer, surtout s'ils sont bien retranchés, s'ils ont de larges fossés et des murailles élevées qui les couvrent. Si, au contraire, croyant qu'il n'est pas à propos de livrer le combat, vous voulez l'éviter, tenez-vous dans vos retranchements
et disposez-vous à soutenir l'attaque et à faire quelques sorties utiles. Laissez fatiguer les ennemis. Attendez qu'ils soient ou en désordre ou dans une très grande sécurité. Vous pourrez sortir alors et fondre sur eux avec avantage. Ayez constamment une extrême attention à ne jamais séparer les différents corps de vos armées. Faites qu'ils puissent toujours se soutenir aisément les uns les autres. Au contraire, faites faire à l'ennemi le plus de diversion qu'il se pourra. S'ils se partagent en 10 corps, attaquez chacun d'eux séparément avec votre armée tout entière. C'est le véritable moyen de combattre toujours avec avantage. De cette sorte, quelque petite que soit votre armée, le grand nombre sera toujours de votre côté. Que l'ennemi ne sache jamais comment vous avez l'intention de le combattre, ni la manière dont vous vous disposez à l'attaquer ou à vous défendre. Car s'il se prépare au front, ses arrières seront faibles. S'il se prépare à l'arrière, son front sera fragile. S'il se prépare à sa gauche, sa droite sera vulnérable. S'il se prépare à sa droite, sa gauche sera affaiblie. Et s'il se prépare en tout lieu, il sera partout en défaut. S'il l'ignore absolument, il fera de grands préparatifs, il tâchera de se rendre fort de tous les côtés, il divisera ses forces et c'est justement ce qui fera sa perte. Pour vous, n'en faites pas de même, que vos principales forces soient toutes du même côté. Si vous voulez attaquer de front, faites choix d'un secteur et mettez à la tête de vos troupes tout ce que vous avez de meilleur. On résiste rarement à un premier effort, comme au contraire, on se relève difficilement quand on vient d'abord du dessous. L'exemple des braves suffit pour encourager les plus lâches. Ceux-ci suivent sans peine le chemin qu'on leur montre, mais ils ne sauraient eux-mêmes le frayer. Si vous voulez faire donner l'aile gauche, tournez tous vos préparatifs de ce côté-là, et mettez à l'aile droite ce que vous avez de plus faible. Mais si vous voulez vaincre par l'aile droite, que ce soit à l'aile droite aussi que soient vos meilleures troupes et toute votre attention. Celui qui dispose de peu d'hommes doit se préparer contre l'ennemi. Celui qui en a beaucoup doit faire en sorte que l'ennemi se prépare contre lui. Ce n'est pas tout. Comme il est essentiel que vous connaissiez à fond le lieu où vous devez combattre, il n'est pas moins important que vous soyez instruit du jour, de l'heure, du moment même du combat. C'est une affaire de calcul sur laquelle il ne faut pas vous négliger. Si l'ennemi est loin de vous, sachez jour par jour le chemin qu'il fait, suivez-le pas à pas, quoiqu'en apparence vous restiez immobile dans votre camp. Voyez tout ce qu'il fait, quoique vos yeux ne puissent pas aller jusqu'à lui. Écoutez tous les discours, quoique vous soyez hors de portée de l'entendre. Soyez témoin de toute sa conduite, entrez même dans le fond de son cœur pour y lire ses craintes ou ses espérances. Pleinement instruit de tous ses desseins, de toutes ses marches, de toutes ses actions, vous le ferez venir chaque jour précisément où vous voulez qu'il arrive. En ce cas, vous l'obligerez à camper de manière que le front de son armée ne puisse pas recevoir du secours de ceux qui sont à la queue, que l'aile droite ne puisse pas aider l'aile gauche et que vous le combattrez ainsi dans le lieu et au temps qui vous conviendront le plus. Avant le jour déterminé pour le combat, ne soyez ni trop loin ni trop près de l'ennemi. L'espace de quelques lieues seulement est le terme qui doit vous en approcher le plus. Et 10 lieues entières sont le plus grand espace que vous deviez laisser entre votre armée et la sienne. Ne cherchez pas à avoir une armée trop nombreuse. La trop grande quantité de monde est souvent plus nuisible qu'elle n'est utile. Une petite armée bien disciplinée est invincible sous un bon général. À quoi servaient au roi Dihué les belles et nombreuses cohortes qu'il avait sur pied lorsqu'il était en guerre contre le roi de Hou? Celui-ci, avec peu de troupes, avec une poignée de monde, le vainquit, le dompta, et ne lui laissa de tous ses états qu'un souvenir amer, et la honte éternelle de les avoir si mal gouvernés. Je dis que la victoire peut être créée. Même si l'ennemi est en nombre, je peux l'empêcher d'engager le combat. Car s'il ignore ma situation militaire, je peux faire en sorte qu'il se préoccupe de sa propre préparation. Ainsi, je lui ôte le loisir d'établir les plans pour me battre. 1. Détermine les plans de l'ennemi et tu sauras quelle stratégie sera couronnée de succès et celle qui ne le sera pas. 2. Perturbe-le et fais-lui dévoiler son ordre de bataille. 3. Détermine ses dispositions et fais-lui découvrir son champ de bataille. 4. Mets-le à l'épreuve et apprends où sa force est abondante et où elle est déficiente. 5. La suprême tactique consiste à disposer ses troupes sans forme apparente. Alors les espions les plus pénétrants ne peuvent fureter et les sages ne peuvent établir des plans contre vous. 6. C'est selon les formes que j'établis des plans pour la victoire, mais la multitude ne le comprend guère. Bien que tous puissent voir les aspects extérieurs, personne ne peut comprendre la voie selon laquelle j'ai créé la victoire. 7.
Et quand j'ai remporté une bataille, je ne répète pas ma tactique, mais je réponds aux circonstances selon une variété infinie de voies. Cependant, si vous n'aviez qu'une petite armée, n'allez pas mal à propos vouloir vous mesurer avec une armée nombreuse. Vous avez bien des précautions à prendre avant que d'en venir là. Quand on a les connaissances dont j'ai parlé plus haut, on sait s'il faut attaquer ou se tenir simplement sur la défensive. On sait qu'il faut rester tranquille et quand il est temps de se mettre en mouvement. Et si l'on est forcé de combattre, on sait si l'on sera vainqueur ou vaincu. Avoir simplement la contenance des ennemis, on peut conclure sa victoire ou sa défaite, sa perte ou son salut. Encore une fois, si vous voulez attaquer le premier, ne le faites pas avant d'avoir examiné si vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Au moment de déclencher votre action, lisez dans les premiers regards de vos soldats. Soyez attentifs à leurs premiers mouvements. Et par leur ardeur ou leur nonchalance, par leur crainte ou leur intrépidité, concluez au succès ou à la défaite. Ce n'est point un présage trompeur que celui de la première contenance d'une armée prête à livrer le combat. Il en est de tels qui, ayant remporté la plus signalée victoire, auraient été entièrement défaites si la bataille s'était livrée un jour plus tôt ou quelques heures plus tard. Il en doit être des troupes à peu près comme d'une eau courante. De même que l'eau qui coule évite les hauteurs et se hâte vers le pays plat, de même une armée évite la force et frappe la faiblesse. Si la source est élevée, la rivière ou le ruisseau coule rapidement. Si la source est presque de niveau, on s'aperçoit à peine de quelques mouvements. S'il se trouve quelque vide, l'eau la remplit d'elle-même dès qu'elle trouve la moindre issue qui la favorise. S'il y a des endroits trop pleins, l'eau cherche naturellement à se décharger ailleurs. Pour vous, si, en parcourant les rangs de votre armée, vous voyez qu'il y a du vide, il faut le remplir. Si vous trouvez du surabondant, il faut le diminuer. Si vous apercevez du trop haut, il faut l'abaisser. S'il y a du trop bas, il faut le relever. L'eau, dans son cours, suit la situation du terrain dans lequel elle coule. De même, votre armée doit s'adapter au terrain sur lequel elle se meut. L'eau qui n'a point de pente ne saurait couler. Des troupes qui ne sont pas bien conduites ne sauraient vaincre. Le général habile tirera parti des circonstances même les plus dangereuses et les plus critiques. Il saura faire prendre la forme qu'il voudra, non seulement à l'armée qu'il commande, mais encore à celle des ennemis. Les troupes, quelles qu'elles puissent être, n'ont pas des qualités constantes qui les rendent invincibles. Les plus mauvais soldats peuvent changer en bien et devenir d'excellents guerriers. Conduisez-vous conformément à ce principe. Ne laissez jamais aucune occasion lorsque vous la trouverez favorable. Les 5 éléments ne sont pas partout ni toujours également purs. Les 4 saisons ne se succèdent pas de la même manière chaque année. Le lever et le coucher du soleil ne sont pas constamment au même point de l'horizon. Parmi les jours, certains sont longs, d'autres courts. La lune croît et décroît et n'est pas toujours également brillante. Une armée bien conduite et bien disciplinée imite à propos toutes ces variétés. Article 7 de l'affrontement direct et indirect. Sun Tzu dit: après que le général aura reçu du souverain l'ordre de tenir la campagne, il rassemble les troupes et mobilise le peuple. Il fait de l'armée un ensemble harmonieux. Maintenant, il doit mettre son attention à leur procurer des campements avantageux, car c'est de là principalement que dépend la réussite de ses projets et de toutes ses entreprises. Cette affaire n'est pas d'une exécution aussi facile qu'on pourrait bien se l'imaginer. Les difficultés s'y rencontrent souvent sans nombre et de toutes espèces. Il ne faut rien oublier pour les aplanir et pour les vaincre. Les troupes, une fois campées, il faut tourner ses vues du côté du près et du loin, des avantages et des pertes, du travail et du repos, de la diligence et de la lenteur, c'est-à-dire qu'il faut rendre près ce qui est loin, tirer profit de ses pertes mêmes, substituer un utile travail à un honteux repos, convertir la lenteur en diligence. Il faut que vous soyez prêt lorsque l'ennemi vous croit bien loin, que vous ayez un avantage réel lorsque l'ennemi croit vous avoir occasionné quelques pertes, que vous soyez occupé de quelque utile travail lorsqu'il vous croit enseveli dans le repos, et que vous usiez de toutes sortes de diligence lorsqu'il ne croit apercevoir dans vous que de la lenteur. C'est ainsi qu'en lui donnant le change, vous l'endormirez lui-même pour pouvoir l'attaquer lorsqu'il y pensera le moins et sans qu'il ait le temps de se reconnaître. L'art de profiter du près et du loin consiste à tenir l'ennemi éloigné du lieu que vous aurez choisi pour votre campement et de tous les postes qui vous paraîtront de quelque conséquence. Il consiste à éloigner de l'ennemi tout ce qui pourrait lui être avantageux et à rapprocher de vous tout ce dont vous pourrez tirer quelque avantage.
Il consiste ensuite à vous tenir continuellement sur vos gardes pour n'être pas surpris et à veiller sans cesse pour épier le moment de surprendre votre adversaire. Ainsi, prenez une voie indirecte et divertissez l'ennemi en lui présentant le leur. De cette façon, vous pouvez vous mettre en route après lui et arriver avant lui. Celui qui est capable de faire cela comprend l'approche directe et indirecte. De plus, ne vous engagez jamais dans de petites actions que vous ne soyez sûr qu'elles tourneront à votre avantage, et encore, ne le faites point si vous n'y êtes comme forcé. Mais surtout, gardez-vous bien de vous engager à une action générale si vous n'êtes comme assuré d'une victoire complète. Il est très dangereux d'avoir de la précipitation dans des cas semblables. Une bataille risquée mal à propos peut vous perdre entièrement. Le moins qu'il puisse vous arriver si l'événement en est douteux ou que vous ne réussissiez qu'à demi, c'est de vous voir frustré de la plus grande partie de vos espérances et de ne pouvoir parvenir à vos fins. Avant que d'en venir à un combat définitif, il faut que vous l'ayez prévu et que vous y soyez préparé depuis longtemps. Ne comptez jamais sur le hasard dans tout ce que vous ferez en ce genre. Après que vous aurez résolu de livrer la bataille et que les préparatifs en seront déjà faits, laissez en lieu de sûreté tout le bagage inutile. Faites dépouiller vos gens de tout ce qui pourrait les embarrasser ou les surcharger. De leurs armes même, ne leur laissez que celles qu'ils peuvent porter aisément. Veillez, lorsque vous abandonnez votre camp dans l'espoir d'un avantage probable, à ce que celui-ci soit supérieur aux approvisionnements que vous abandonnez sûrement. Si vous devez aller un peu plus loin, marchez jour et nuit. Faites le double du chemin ordinaire, que l'élite de vos troupes soit à la tête. Mettez les plus faibles à la queue. Prévoyez tout. Disposez tout et fondez sur l'ennemi lorsqu'il vous croit encore à 100 lieues d'éloignement. Dans ce cas, je vous annonce la victoire. Mais si, ayant à faire 100 lieues de chemin avant que de pouvoir l'atteindre, vous n'en faites de votre côté que 50 et que l'ennemi, s'étant avancé, en fait autant, de 10 parties, il y en a 5 que vous serez vaincu. Comme de 3 parties, il y en a 2 que vous serez vainqueur. Si l'ennemi n'apprend que vous allez à lui que lorsqu'il ne vous reste plus que 30 lieues à faire pour pouvoir le joindre, il est difficile que, dans le peu de temps qui lui reste, il puisse pourvoir à tout et se préparer à vous recevoir. Sous prétexte de faire opposer vos gens, gardez-vous bien de manquer l'attaque dès que vous serez arrivé. Un ennemi surpris est à demi vaincu. Il n'en est pas de même s'il a le temps de se reconnaître. Bientôt, il peut trouver des ressources pour vous échapper et peut-être même pour vous perdre. Ne négligez rien du tout ce qui peut contribuer au bon ordre, à la santé et à la sûreté de vos gens tant qu'ils seront sous votre conduite. Ayez grand soin que les armes de vos soldats soient toujours en bon état. Faites en sorte que les vivres soient sains et ne leur manquent jamais. Ayez attention à ce que les provisions soient abondantes et rassemblées à temps, car si vos troupes sont mal préparées, s'il y a 10 aides de vivres dans le camp, et si vous n'avez pas d'avance toutes les provisions nécessaires, il est difficile que vous puissiez réussir. N'oubliez pas d'entretenir des intelligences secrètes avec les ministres étrangers et soyez toujours instruits des desseins que peuvent avoir les princes alliés ou tributaires, des intentions bonnes ou mauvaises de ceux qui peuvent influer sur la conduite du maître que vous servez et vous attirer vos ordres ou des défenses qui pourraient traverser vos projets et rendre par là tous vos soins inutiles. Votre prudence et votre valeur ne sauraient tenir longtemps contre leur cabale ou leurs mauvais conseils. Pour obvier à cet inconvénient, consultez-les dans certaines occasions, comme si vous aviez besoin de leur lumière, que tous leurs amis soient les vôtres. Ne soyez jamais divisés d'intérêt avec eux. Cédez-leur dans les petites choses. En un mot, entretenez l'union la plus étroite qu'il vous sera possible. Ayez une connaissance exacte et de détail de tout ce qui vous environne. Sachez où il y a une forêt, un petit bois, une rivière, un ruisseau, un terrain aride et pierreux, un lieu marécageux et malsain, une montagne, une colline, une petite élévation, un vallon, un précipice, un défilé, un champ ouvert, enfin, tout ce qui peut servir ou nuire aux troupes que vous commandez. S'il arrive que vous soyez hors d'état de pouvoir être instruit par vous-même de l'avantage ou du désavantage du terrain, ayez des guides locaux sur lesquels vous puissiez compter sûrement. La force militaire est réglée sur sa relation au semblant. Déplacez-vous quand vous êtes à votre avantage et créez des changements de situation en dispersant et concentrant les forces. Dans les occasions où il s'agira d'être tranquille, qu'il règne dans votre camp une tranquillité semblable à celle qui règne au milieu des plus épaisses forêts. Lorsque, au contraire, il s'agira de faire des mouvements et du bruit, imitez le fracas du tonnerre. S'il faut être ferme dans votre poste, soyez-y immobile comme une montagne. S'il faut sortir pour aller au pillage, ayez l'activité du feu. S'il faut éblouir l'ennemi, soyez comme un éclair.
S'il faut cacher vos desseins, soyez obscurs comme les ténèbres. Gardez-vous sur toute chose de faire jamais aucune sortie en vain. Lorsque vous ferez tant que d'envoyer quelques détachements, que ce soit toujours dans l'espérance ou, pour mieux dire, dans la certitude d'un avantage réel. Pour éviter les mécontentements, faites toujours une exacte et juste répartition de tout ce que vous aurez enlevé à l'ennemi. Celui qui connaît l'art de l'approche directe et indirecte sera victorieux. Voilà l'art de l'affrontement. À tout ce que je viens de dire, il faut ajouter la manière de donner vos ordres et de les faire exécuter. Il est des occasions et des campements où la plupart de vos gens ne sauraient ni vous voir ni vous entendre. Les tambours, les étendards et les drapeaux peuvent suppléer à votre voix et à votre présence. Instruisez vos troupes de tous les signaux que vous pouvez employer. Si vous avez à faire des évolutions pendant la nuit, faites exécuter des ordres au bruit d'un grand nombre de tambours. Si au contraire, c'est pendant le jour qu'il faut que vous agissiez, employez les drapeaux et les étendards pour faire savoir vos volontés. Le fracas d'un grand nombre de tambours servira pendant la nuit autant à jeter l'épouvante parmi vos ennemis qu'à ranimer le courage de vos soldats. L'éclat d'un grand nombre d'étendards, la multitude de leurs évolutions, la diversité de leurs couleurs et la bizarrerie de leur assemblage, en instruisant vos gens, les tiendront toujours en haleine pendant le jour, les occuperont et leur réjouiront le cœur en jetant le trouble et la perplexité dans celui de vos ennemis. Ainsi, outre l'avantage que vous aurez de faire savoir promptement toutes vos volontés à votre armée entière dans le même moment, vous aurez encore celui de lasser votre ennemi, en le rendant attentif à tout ce qu'il croit que vous voulez entreprendre, de lui faire naître des doutes continuels sur la conduite que vous devez tenir et de lui inspirer d'éternelles frayeurs. Si quelque brave veut sortir seul hors des rangs pour aller provoquer l'ennemi, ne le permettez point. Il arrive rarement qu'un tel homme puisse revenir. Il périt pour l'ordinaire ou pour la trahison ou accablé par le grand nombre. Lorsque vous verrez vos troupes bien disposées, ne manquez pas de profiter de leur ardeur. C'est à l'habileté du général à faire naître les occasions et à distinguer lorsqu'elles sont favorables. Mais il ne doit pas négliger pour cela de prendre l'avis des officiers généraux, ni de profiter de leur lumière, surtout si elles ont le bien commun pour objet. On peut voler à une armée son esprit et lui dérober son adresse, de même que le courage de son commandant. Au petit matin, les esprits sont pénétrants. Durant la journée, ils s'alanguissent et le soir, ils rentrent à la maison. Mais Yao Chen dit que matin, journée et soir représentent les phases d'une longue campagne. Lors donc que vous voudrez attaquer l'ennemi, choisissez, pour le faire avec avantage, le temps où les soldats sont censés devoir être faibles ou fatigués. Vous aurez pris auparavant vos précautions et vos troupes reposées et fraîches auront de leur côté l'avantage de la force et de la vigueur. Tel est le contrôle du facteur moral. Si vous voyez que l'ordre règne dans les rangs ennemis, attendez qu'il soit interrompu et que vous aperceviez quelque désordre. Si leur trop grande proximité vous offusque ou vous gêne, éloignez-vous afin de vous placer dans des dispositions plus sereines. Tel est le contrôle du facteur mental. Si vous voyez qu'ils ont de l'ardeur, attendez qu'elle se ralentisse et qu'ils soient accablés sous le poids de l'ennui ou de la fatigue. Tel est le contrôle du facteur physique. S'ils se sauvent sur des lieux élevés, ne les y poursuivez point. Si vous êtes vous-même dans des lieux peu favorables, ne soyez pas longtemps sans changer de situation. N'engagez pas le combat lorsque l'ennemi déploie ses bannières bien rangées et de formation en rang impressionnant. Voilà le contrôle des facteurs de changement des circonstances. Si, réduits au désespoir, ils viennent pour vaincre ou pour périr, évitez leur rencontre. À un ennemi encerclé, vous devez laisser une voie de sortie. Si les ennemis réduits à l'extrémité abandonnent leur camp et veulent se frayer un chemin pour aller camper ailleurs, ne les arrêtez pas. S'ils sont agiles et lestes, ne courez pas après eux. S'ils manquent de tout, prévenez leur désespoir.